Les îles Salomon touchent aux confins du monde. C'est ainsi que Jack London décrit cet archipel de la Mélanésie lors de son odyssée dans le Pacifique. Les habitants d'Oki, la capitale de l'île de Malaita, se répartissent autour de la rue principale, ainsi que dans les villages côtiers attenants, faits de maisons de bambou. L'unique port de l'île, où accostent de temps en temps de vieux cargos poussifs, est le point de départ pour se rendre sur l'îlot d'Oki, abrité dans la baie à 1 km de la côte. Malaita est en effet entourée d'une multitude d'îlots naturels et artificiels. La dimension d'Oki Island, construite il y a plus de 300 ans sur un banc corallien, n'excède pas celle d'un terrain de football. Elle abrite 2 familles, ou plutôt 2 clans, qui vivent chacun à une extrémité de l'île. Ses habitants vivent essentiellement de la pêche, de l'élevage de porcs, et pour certains de la récolte de taro, tapioca, bananes, bétel et autres produits cultivés sur des lopins de terre qu'ils possèdent à Malaita. La mer fournit également la matière première nécessaire à la fabrication de la monnaie coquillage. Une des fiertés du peuple d'Oki qui utilise et crée cette monnaie singulière depuis la nuit des temps. Tenu secret, le lieu de pêche des coquillages, rejoint en pirogue par les hommes, est un endroit tabou pour les femmes. Si l'une d'elles se faisait voir sur le site, on ne trouverait plus de coquillages. Mais aujourd'hui, la récolte est bonne. Cham, jambonneaux de mer et autres pourpres tropicaux constituent l'essentiel du butin, débusqué parmi les multiples espèces de coraux. Ceci par 10 mètres de fond. Sur la partie sud de l'île, les plus beaux d'entre eux sont transformés en colliers qui serviront à la fois de monnaie et de parure. Dévasté par un cyclone il y a quelques années, comme en témoigne l'absence de murs de soutènement, ce secteur est désormais dévolu à la fabrication de la monnaie. C'est avant tout une affaire de femmes. Le martèlement monotone provoqué par l'émiettement des coquillages rythme le travail au sein de cette chaîne d'assemblage primitive. Une fois brisés en petits morceaux approximativement égaux, les petits disques d'environ 1 cm de diamètre sont collés avec de la poudre de coquillage et de l'eau sur un morceau de bois. Là, ces pièces brutes sont polies en minces petites plaques rondes. Avec des drilles, bâtons de bois dont l'extrémité est garnie d'une pierre à fusil, les femmes les plus expérimentées perforent les petites rondelles de coquillage. Opération qui demande à chaque fois 2 minutes. L'une des dernières phases de travail consiste à chauffer les pièces sur une pierre brûlante, afin de leur donner une couleur définitive. La partie la plus pénible et la plus longue de cet usinage est réservée aux hommes. Pendant des heures, il faut polir et égaliser les colliers à l'aide d'une pierre tendre cannelée. Enfin, les colliers sont disposés selon leur longueur et leur couleur. Les rondelles noires ont le moins de valeur, les rouges étant les plus prisées.
Les plus grands bijoux peuvent valoir 500 francs. Ils sont encore utilisés lors de transactions importantes comme l'achat de bétail ou d'une pirogue, ainsi qu'à l'occasion de cérémonies matrimoniales. Un autre secteur de l'îlot abrite le quartier des femmes. Les doyennes cuisinent pour les plus jeunes qui se retirent ici lors de leur période menstruelle ou pour y accoucher, à l'abri des hommes. La maison Tabou, quant à elle, abrite de plus macabres pensionnaires. Les crânes des anciens prêtres et chefs du village y sont conservés et veillés religieusement. Au nord de l'île, isolée par la jungle luxuriante qui recouvre chaque pouce de terrain, au large de la pointe de Malou, se cache l'eau Lagoon. Dans cette baie où se nichent des dizaines d'îlots minuscules, vivent les enfants blonds. La raison de cette blondeur reste un mystère. Simple malnutrition ou marque des dieux? Même les missionnaires qui sont parvenus à évangéliser ces terres oubliées, comme en témoignent églises et sépultures chrétiennes, n'ont pas trouvé de réponse. Ils n'ont pas non plus tué les traditions millénaires en vigueur à l'eau Lagoon. La construction des îles artificielles est l'une d'entre elles. Les premières sont nées il y a près de 200 ans. Elles abritent entre 20 et 500 personnes selon leur dimension. Le désir des indigènes de se protéger des tribus guerrières et cannibales du centre de Malaita, ainsi que des moustiques porteurs d'une malaria très virulente dans ces régions, est à l'origine de la construction de ces morceaux de terre, ou plutôt de corail. Appuyée sur un banc corallien, l'île est peu à peu édifiée, à l'aide de patates de corail morts recueillies dans le lagon. Une fois l'île sortie de l'eau, on comble les espaces entre les pierres au moyen de corail pilé ou de sable. Puis les maisons sur pilotis font leur apparition. Les familles peuvent enfin s'y installer et organiser leur vie. Eau douce, fruits et légumes frais devront être amenés presque quotidiennement de la terre ferme. Le sol stérile de ces îlots interdisant toute culture. Une île de petite taille nécessite plus d'1 an de travail pour arriver à terme. Sans oublier que typhons et cyclones fréquents sous ces latitudes mettent souvent à mal ces frêles édifices. L'homme et son radeau connaissent rarement le repos. À Funafu, l'une des plus grandes îles artificielles, le caractère d'intimidation des danses tribales s'est estompé et attise surtout la curiosité des enfants.
Ici, sur la plus vieille île du lagon, qui en compte une soixantaine, les rites païens et animistes l'emportent sur le christianisme. La cérémonie d'appel des requins reste vivace. Censés être le réceptacle des âmes des défunts, ces féroces prédateurs sont vénérés par les Iliens. Lors de la première phase du rituel, le porc, voué au sacrifice, est amené par les hommes sur la place sacrée. Puis l'un des prêtres procède solennellement à la mise à mort. Même si le sang n'est pas versé, les soubresauts de l'animal restent vains. Il meurt étouffé. Vient alors l'allumage du feu purificateur. Les soies et les chairs sont grillées avant le dépeçage de la bête. C'est au large du lieu où les eaux blanchies de ses prédécesseurs veillent que le prêtre entame la suite du rituel. Des groupes d'enfants et d'adolescents accourent de tous les coins de cette île surpeuplée pour assister à l'appel des requins proprement dit. Cet événement exceptionnel n'a lieu que tous les 2 ou 3 ans. L'attitude des requins permettra aux prêtres de répondre aux questions de toutes sortes posées par les villageois. Le bruit des coquillages entrechoqués sous l'eau, selon un rituel bien précis, attire ces dieux vivants. Leurs mouvements saccadés sont lourds de signification pour les initiés. C'est l'âme des défunts qui s'exprime à travers eux. Sur la côte de l'île principale, la vie suit son cours au rythme des pirogues qui sillonnent sans cesse les eaux turquoises du lagon. Préparation d'une pâte narcotique à base de plantes pour endormir le poisson avant de le pêcher, jeux d'enfants et autres activités quotidiennes se déroulent paisiblement. Au village de Malafé,
l'un des habitants se livre pourtant depuis des années à une occupation pour le moins inattendue. Un jour, j'ai entendu la voix d'un vieil homme nommé Joe, mort depuis longtemps. J'avais du mal à comprendre ce qu'il voulait me dire. Et puis mon grand-père me raconta l'histoire de Joe, pêcheur au cerf-volant. Alors, j'ai commencé à essayer d'attraper des poissons à l'aide d'un cerf-volant, en palme de sango. Après plusieurs essais manqués, j'ai réussi à en capturer comme la voix me l'avait indiqué. Aujourd'hui, je suis le seul à connaître cette technique de pêche. John Louis a plus de 80 ans. Curieusement pour lui et son fils, la partie de pêche commence au cœur de la forêt, à la recherche de la plus grande et de la plus belle toile d'araignée. Après l'avoir recueilli délicatement, John Louis et son fils préparent leur équipement sous l'œil attentif des enfants. À des siècles de nous, l'homme qui ne connaissait ni le fer ni l'hameçon a créé l'appât à l'aide de la toile d'araignée. Soigneusement travaillée, elle se transforme peu à peu en petite poche destinée à leurrer le gibier marin. L'appât est fixé solidement sur un fil de liane tressée, attaché en son autre extrémité à la base d'un cerf-volant. Pour fabriquer celui-ci sans tissu ni papier, on a recours à une feuille de palme délicatement tendue sur un cadre de bois léger. Une fois prêts, les hommes gagnent leur pirogue. Pour rejoindre la zone de pêche, ils traversent avec respect la mangrove exubérante qui sépare leur village de l'océan. Refuge d'espèces d'oiseaux aux chants mélodieux, ces marais sauvages protègent aussi Malafé des colères de l'océan. Le lagon, aux eaux calmes, mais suffisamment exposé au vent, est le lieu idéal pour cette pêche d'un autre âge. Le système est ingénieux. Le cerf-volant porté par la brise permet à l'appât de glisser sur la surface de l'eau.
L'œil du poisson est ainsi attiré par ce leurre, à la façon de la pêche à la mouche. Traîner cet hameçon grâce à la seule vitesse de la pirogue manœuvrée par l'homme serait beaucoup plus aléatoire. La chute brutale du cerf-volant, qui fait office de bouchon aérien, indique qu'un poisson s'est fait prendre au piège. Mais peu d'espèces mordent à l'hameçon. Le malots, ou poisson aiguille, qui a une dentition très fine et très fournie dans laquelle la toile peut venir s'emmêler, est le seul spécimen que John Louis et son fils peuvent espérer capturer ainsi. Délicatement, la boule de toile d'araignée est récupérée et sera réutilisée. La partie de pêche pourra alors reprendre au gré du vent, au fil de l'eau, comme avant. Ah, maintenant je me fais vieux. Alors, comme Joe le souhaitait, je transmets à mes fils le savoir et la technique de la pêche au cerf-volant que j'ai pratiqué ces 60 dernières années. Une autre tradition a aussi malheureusement marqué de son sceau l'archipel des Salomon. L'île de Guadalcanal, où se situe la capitale Honiara, a été durant la Seconde Guerre mondiale le théâtre de violents combats lors de la terrible bataille du Pacifique. Sous les eaux, des dizaines d'épaves de croiseurs, destroyers ou cuirassés japonais et américains jonchent les splendides fonds sous-marins. À l'image de cette barge de débarquement, ces fantômes d'un passé récent sont désormais la propriété de la faune et de la flore marine. Encore à l'abri des tentations de la civilisation moderne, qui ont envahi les autres contrées du Pacifique comme la Polynésie ou Hawaï, les enfants du corail perpétuent coutumes et traditions qui forgent leur identité depuis l'aube de l'humanité.